Que la question des femmes est centrale entre les classes, entre la bourgeoisie et le reste de la société. Quelle est plus... Alors il y a deux choses. Pour répondre directement à ce que vous dites, c'est une vieille question et une question très très pointue politiquement, théoriquement. Jusqu'à quel point est-ce que la lutte féministe et la lutte anticapitaliste peuvent faire bon ménage sur l'autre, au bout des vraiment des sont très très intenses qui ont repris une sorte d'intensité depuis quelques années. Et je ne réglerai pas ces débats en 2 minutes et même pas en 2 heures pour tout dire. Tout ce que je peux dire, c'est que il faudrait qu'on se calme là-dessus du côté de la gauche critique. Comment dire, si le féminisme et l'anticapitalisme sont en partie disjoints, c'est pas très grave. On peut très bien être l'un et l'autre. On peut très bien être l'un et l'autre de façon très complémentaire et de façon très cohérente. Mais oui, je crois qu'il y a pour une part dans l'oppression des femmes quelque chose qui ressortit à l'oppression d'une classe sur une autre. Il y a dans le patriarcat quelque chose qui est fondamentalement en concomitance avec le capitalisme, oui, mais il y a aussi une disjonction. Ce qui fait que la lutte pour l'émancipation féminine est une lutte spécifique, qui appelle des configurations spécifiques de lutte. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas complètement se rabattre sur l'anticapitalisme. Ça, j'en suis convaincu. Mais si je disais, je reviens maintenant au point qu'on aborde plutôt dans le livre avec Paul, oui, je pense que la question des femmes est en tout cas d'un point de vue symptomatique un élément central je dirais, de la discorde et même du gouffre qui peuvent nous séparer de la pensée autoritaire. Parce qu'au bout du compte, en face, on a affaire à une pensée autoritaire. C'est ça qui caractérise fondamentalement pour moi le bloc bourgeois dans sa modalité d'extrême droite comme dans sa modalité centriste. Il s'agit toujours quand même de faire autorité sûre, d'imprimer de l'autorité sûre. Et oui, je constate en fait empiriquement, je pense que c'est pas assez dit, mais que la question des femmes est très centrale dans le corpus autoritaire, comme si c'était le nœud du problème, ou peut-être même l'origine affective du problème, mais là il faudrait faire de la psychosociologie, ou peut-être de la psychologie collective tout court. Par exemple, entre autres 1000 symptômes, on a un peu oublié que 2 figures, 2 têtes de gondole de la pensée autoritaire contemporaine, Alain Soral et Éric Zemmour, qui ne sont pas 2 personnes parfaitement amalgamables, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce sont des figures de la pensée autoritaire, plutôt dans sa version extrême, notamment pour l'un. On a oublié qu'avant que l'un fasse une fixette sur la communauté organisée, comme il l'appelle, c'est-à-dire les juifs, et que l'autre fasse une fixette, comme moi sur la bourgeoisie, mais lui c'est sur l'islam, et pour tout dire en fait sur les arabes, les deux se sont d'abord fait connaître sur la scène publique dans leur diatribe contre le féminisme. Et contre les femmes, tout court d'ailleurs, en tout cas contre les femmes émancipées, c'est les premiers ils ont tiré les premiers feux quand il s'est agi pour tout un tas de gens, comme ça, de ce bloc autoritaire, de dire que quand même le féminisme ça suffisait. C'est-à-dire que maintenant les femmes ont tout obtenu, ça va, et qu'au contraire on est passé dans une espèce de rapport inverse, ce seraient maintenant les hommes qui seraient dominés, les pauvres petits, ils sont castrés par l'émancipation des femmes. Et Alain Soral, sur les plateaux de télé dans les années 80, c'est là-dessus qu'il était invité, c'était sur les femmes, c'était pas sur les juifs. Et Éric Zemmour aussi. Donc c'est un des symptômes, je pourrais en donner plein d'autres, mais je pense que la question de la virilité, la question du virilisme, je crois que c'est les questions qui sont en fait les noyaux affectifs de la pensée autoritaire. Mais pour ça, il faudrait creuser. Et vous dites quels sont les domaines où l'on voit briller les gens issus des classes populaires. Et vous en trouvez 2, c'est la musique populaire et le sport. Quelle conclusion vous en tirez ? Probablement parce que, je pense qu'il y aurait d'autres domaines, mais c'est vrai que classiquement on dit la musique et le sport, maintenant la musique populaire, ça peut être le rock, ça peut être la pop, ça peut être le rap exemplairement, mais d'autres musiques aussi. Alors peut-être que ce sont des domaines qui échappent en partie à la grande, à la grande imposture ou à la grande tutelle de la valeur mérite, c'est-à-dire qui échappent en partie au verdict scolaire, qui est l'épicentre de la méritocratie bourgeoise, de cette espèce de fable du mérite qu'a organisé la bourgeoisie dès son émergence, en tout cas dès son avènement au pouvoir au 19e, à savoir que domineront la société ceux qui seront les plus méritants. Et l'école est devenue l'épicentre de ça. C'est par l'école qu'on fait valoir son mérite. Lequel mérite va être monnayable en notes, lesquelles notes vont être monnayables en diplôme, lesquels diplômes vont être monnayables en bonne place dans la société. C'est vrai qu'un groupe de rock, ça ne s'apprend pas à l'école. Il n'y a pas de cours de rock à l'école, il n'y a pas d'épreuve du bac qui s'appelle le rock ou le rap. Donc
ça se fait ailleurs, ça se fait en marge du champ méritocratique, tel qu'il a été organisé par la bourgeoisie et tel qu'il a complètement verrouillé les destins sociaux. Parce qu'à l'école, les classes populaires apprennent surtout leur incompétence et leur incapacité. Elles s'imprègnent lourdement et durablement du sentiment qu'elles sont décidément incapables et que donc elles méritent leur sort. Elles méritent leur sort puisqu'elles sont déméritantes scolairement. Bon bah oui, c'est vrai que le foot, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire que Zidane, il était très très fort au foot dès l'âge de 7 ans. Hein, c'est pas son instituteur de CP qui, un, lui a appris, ou qui, deux, a validé son génie du foot. Donc c'est pour ça qu'on a affaire à des domaines où il est possible que s'immisce, que se dérègle un peu la machine de production sociale. Et à ce titre-là, on doit les priser quand on a un peu d'amitié, de fraternité pour les classes populaires. Terminons cet entretien avec Jésus, parce qu'il est dans le titre du livre, mais je pense que c'est dû essentiellement à Paul Picaretta de vous avoir entraîné sur Jésus, mais c'est peut-être aussi parce que Jésus, pour vous, c'est la figure de l'anti-bourgeois. Et puis sur votre film Autonome, dont malheureusement la diffusion est désormais entravée par le confinement, mais j'ai l'impression que ceux que vous montrez dans cette espèce de docu-fiction, ceux qui ont choisi des vies différentes, un peu comme Jésus, ce sont aussi pour vous des figures de l'anti-bourgeoisie. Oui, alors je dois bien reconnaître aussi que à la décharge de Paul, c'est pas lui qui m'a dévergondé pour m'entraîner dans des considérations sur le Christ. C'est-à-dire que j'avais moi-même donné dans le truc avant, j'avais écrit un livre épistolaire avec un ami chrétien qui s'appelait Une certaine inquiétude, où je rendais compte de mon intérêt pour le christianisme, en tout cas pour le texte chrétien, au bas mot, enfin à minima, et surtout pour la figure du Christ, qui est un vieil intérêt qui vient très très loin. Donc Paul n'y est pour rien, je suis absolument responsable et coupable de ce goût inexplicable pour la figure du Christ, surtout inexplicable venant d'un type comme moi qui est né quand même chez des bouffeurs de curés, des anticléricaux notoires, et bon, il ne fallait pas parler de Jésus à la maison. Oui, et donc oui, classiquement, j'ai rien inventé, le Christ est une figure de la sécession. Ça c'est sûr. Et d'ailleurs il est une figure de la sécession par rapport à la famille. Très très intéressant ça. Il y a des paroles du Christ qui sont tout à fait violentes sur l'idée que son père n'est pas son père, puisque son vrai père est aux cieux.